Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo qui change un petit peu de l'ordinaire et qui change un peu de mes habitudes d'être très orienté sur d'autres sujets, j'ai voulu partir un petit peu sur une utilisation de la physique et des maths un petit peu différente de l'habitude. Je vais vous présenter aujourd'hui le système Elo, donc qui est le système qui est utilisé aujourd'hui pour les échecs et qui a été détourné pour l'utilisation sur les sites de rencontres. Alors, pour celles et ceux qui ont déjà utilisé un site de rencontre ou qui en ont déjà vu, à la télévision, ou sur une pub internet, vous savez comment ça fonctionne. Vous mettez des profils d'hommes, des profils de femmes ensemble et vous voyez si ça match ou si ça matche pas. Donc si ça match, vous les mettez en contact, si ça matche pas, vous ne les mettez pas en contact. C'est aussi simple que ça. Mais ça pose quelques problèmes, entre autres des problèmes de rangement. Le problème, en fait, principal est tout simplement que sur ce type de site, vous avez toujours plus d'hommes que de femmes. Le sexe ratio n'est pas équilibré. En moyenne, alors ça dépend évidemment des services, mais en moyenne, sur des services comme par exemple, Tinder, à un certain moment, ils avaient environ 3 hommes pour une femme, c'est même poussé jusqu'à 4 hommes pour une femme. Ce qui pose évidemment 2 problématiques. Problématique numéro un, les femmes sont submergées de messages, sont submergées d'hommes qui souhaitent les voir et de l'autre côté, eh bien, les hommes trouvent que ça manque un petit peu d'interaction, hein, ils trouvent des interactions un petit peu, faibles et donc ont tendance à se désinscrire au bout de peu de temps et avant d'avoir trouvé, l'âme sœur, on va dire. Résultat, eh bien, les hommes se désinscrivent, donc ça fait moins de revenus pour le site puisque pour les hommes, la plupart de ces services sont payants. Et dans le même temps, eh bien, ça fait une mauvaise publicité puisque l'homme en question va dire à ses amis, ne va pas là-dessus puisque sur ce service, eh bien, tu vas trouver rien du tout. Puisque de toute façon, il aura très très peu matché, il aura eu très très peu de contacts, etc., etc. Donc, les sites se sont rapidement retrouvés dans cette situation compliquée, c'est-à-dire on ne peut pas laisser faire, on va dire juste un algorithme de base qui va mettre des personnes en relation au hasard, puisque d'un côté, les femmes ont beaucoup, beaucoup de propositions, donc elles vont être extrêmement exigeantes et vont avoir tendance à très rapidement passer à autre chose, hein, l'effet Kleenex. Et puis de l'autre côté, les hommes vont avoir tendance à matcher à «positif» entre guillemets, avec tous les profils qui leur sont proposés, y compris des profils avec qui finalement ils n'iront pas plus loin et donc ça crée évidemment des conversations qui sont très courtes, 2, 3, 4 messages et puis on passe à la suite. Donc ça crée une espèce de de vaporisation des usagers. Donc pour ce faire, eh bien, les sites de rencontres ont commencé à utiliser le principe Elo. Le principe Elo est donc un système qui est utilisé pour classer des joueurs d'échecs. Le jeu des jeux d'échecs est un jeu sur lequel ce n'est pas facile de, classer les gens, tout simplement parce qu'ils jouent pas tous les uns avec les autres, parce qu'on ne peut pas faire des compétitions globales où on va réunir l'ensemble des joueurs, c'est impossible, c'est trop long. Et donc on ne peut pas faire des classements comme on va pouvoir le faire par exemple pour, d'autres types de sports comme par exemple les sports collectifs, le football ou le rugby. Donc on va tout simplement classer les, personnes en fonction des points. Passons donc, au programme. Donc le principe c'est, on va regarder les principes mathématiques des échecs, on va faire le parallèle entre les joueurs versus les profils et puis on va voir le cas des sites de rencontres. Premièrement, l'origine et les objectifs du système Elo. Donc le système Elo a été inventé donc par Arpadello, vous le voyez sur ma diapositive, donc un physicien d'origine hongroise, maître d'échecs, professeur de physique, qui a inventé ça dans les années 50 sur des hypothèses statistiques. Il a été ensuite adopté dans les années 60 par la Fédération américaine des échecs et est devenu en 1970 le standard mondial. Le classement Elo est toujours utilisé aujourd'hui. L'objectif du système, c'est donc de mesurer la force relative des joueurs et non une valeur absolue, puisqu'évidemment, c'est très compliqué de faire sur une valeur absolue. L'objectif du système Elo, c'est de mesurer la force relative des joueurs et non une valeur absolue. Ça permet tout simplement de prédire statistiquement l'issue d'une partie entre deux adversaires. Ensuite, ça a permis de les classer. Alors,
Ici, on a une principe mathématique, c'est-à-dire la probabilité de score attendu, donc c'est le score espéré par le joueur, et ici, vous avez la formule qui vous permet de la calculer. Globalement, voilà, on va avoir un score, et vous remarquez que dans la mise à jour du classement, le score n'est pas très compliqué puisque finalement on prend le résultat réel, 1 pour victoire, 0,5 pour nul et 0 pour défaite, ce qui permet de faire monter ou baisser le classement. En fait, c'est simple, lorsque votre, Elo vous prédisait une victoire parce que vous êtes censé être meilleur, si vous, avez bien une victoire, eh bien vous avez 1 point. Donc le 1 point qu'on multiplie par K, qui vient s'ajouter à votre classement actuel, qui vous donne votre classement final. Lorsque, au contraire, vous perdez, eh bien, dans ces cas-là, vous avez 0 pour défaite, et donc, évidemment, votre score Elo va baisser. Idem, lorsque vous gagnez sur quelqu'un pour qui vous étiez un peu plus faible, c'est-à-dire que votre score Elo vous donnait plutôt une perte, eh bien, dans ces cas-là, vous avez, vous avez plus de chances, enfin, entre guillemets, le fait de gagner va vous faire monter votre Elo. Et le concepteur de l'indice Elo a quand même créé ce qu'on appelle un facteur de stabilité, le facteur K. Parce que sinon, à chaque partie gagnée ou perdue, eh bien, le risque était que les Elo soient très volatiles et finalement ne soient pas très représentatifs. Donc pour ce faire, eh bien, il a trouvé une solution très simple. Rajouter un facteur de stabilité. Ce facteur K, comme vous le constatez, eh bien, il est très fort pour les débutants, ce qui permet de faire des classements qui vont changer vite, et donc de pouvoir prendre en compte très rapidement votre évolution, puisque souvent quand on est débutant, on fait peu de tournois, donc on est peu facilement classé, mais le fait de d'avoir un indice K important, eh bien ça va permettre tout simplement d'évoluer plus vite, de pas rester coincé dans, on va dire un score faible alors qu'on est meilleur. Ensuite, on a le cas, à 20, qui est le cas standard pour les personnes qui sont aux alentours de 2400 Elo, inférieur à 2400 Elo, pour les personnes donc qui sont d'un niveau moyen et donc ils vont avoir un facteur de stabilité moyen. Et ensuite, on va avoir le facteur élite, donc pour les cas supérieurs à 2400 Elo. Là, c'est plus compliqué puisque les élites se valent. Ils se combattent, ils vont gagner, ils vont perdre, mais il faut pas que ça modifie beaucoup leur, classement puisqu'au final, un jour vous allez gagner, le lendemain vous allez perdre, surtout quand vous êtes des joueurs quasiment de même niveau. Donc les joueurs élites, eh bien, ont un K à 10, ce qui va stabiliser leur indice Elo. Au niveau de la probabilité de victoire, quand vous avez un écart de 0 points ou proche de 0 points, ça veut dire que vous êtes quasiment du même niveau, peu de chances de gagner, peu de chances de perdre, ce qui veut dire aussi que votre score Elo va peu évoluer si vous gagnez ou vous perdez. Quand vous avez un écart environ de 100 points, eh bien ça équivaut à 64% de probabilité de victoire pour le favori, et lorsque vous avez un écart de 200 points, c'est aux alentours de 76% de probabilité de victoire pour le favori. Et maintenant, on en arrive à pourquoi est-ce qu'on a utilisé ça dans les sites de rencontres. Là, je vais commencer par vous faire une simulation et vous allez comprendre tout de suite. Ici, vous voyez, par exemple, j'ai un challenger. Il a 1600 points Elo, et donc il a une probabilité de gain de 24%, puisque le favori a 1800 points. Donc là, on a 200 points de différence, avec un K de 20, donc il y a un attendu de gain de 24% pour le challenger, un attendu de gain de 76% pour le favori. Il y a 3 scénarios possibles. Soit on a un match nul. Là, ici, vous allez avoir une légère perf pour A, puisque finalement A était censé perdre. Donc, eh bien, vu qu'il était censé perdre, donc il va gagner 20 fois 0,5, donc c'est-à-dire le fait d'être un match nul, moins 0,24, qui était la probabilité de gain. Et donc, vu que c'est supérieur, eh bien, le A va gagner plus 5,2. Alors, on ne fait pas des nombres décimaux, donc c'est arrondi. Donc, celui qui était challenger va gagner 5 points, celui qui était favori va perdre 5 points. En cas de victoire de A, c'est un
résultat inattendu, surprise. Donc là, vous avez le challenger qui gagne beaucoup et le favori qui perd beaucoup puisqu'il a perdu contre un challenger. Lorsque on a une victoire de B, eh bien, on va avoir 0 moins 0,24 fois 20. Alors, j'ai une erreur dans ma diapositive, puisque normalement, ça serait 0. Hein, lorsque on tombe sur la bonne, le bon élément, eh bien, normalement, on n'a pas de changement de points. Donc, vous n'aurez pas d'évolution. Le vainqueur reste vainqueur, le favori reste vainqueur, et le challenger reste vaincu. Pourquoi Hello fonctionne et pourquoi quelles sont ses limites? Pourquoi il fonctionne? Déjà, il est autocorrectif. Le système va s'ajuster en permanence. Un joueur surévalué va perdre beaucoup de points. Un joueur sous-évalué va gagner beaucoup de points. Ça va corriger très rapidement les classements. Et donc, on n'a pas besoin de faire des tournois tout le temps, réunissant tout le monde. C'est génial. Deuxièmement, c'est prédictif. Ça fournit une probabilité de victoire qui est fiable puisqu'elle est basée sur l'historique. Ça permet d'organiser des tournois équilibrés, des tournois où vous n'allez pas avoir certains joueurs qui vont s'ennuyer puisqu'ils vont gagner tout le temps, ou au contraire parce qu'ils vont perdre tout le temps. C'est objectif, c'est universel, c'est indépendant du style de jeu, c'est indépendant de tout, c'est le résultat qui compte, qui permet de comparer des joueurs finalement de toute époque, puisque ça permet même de comparer des joueurs qui ne se sont jamais connus, puisqu'ils n'ont pas vécu en même temps, ou parce qu'ils ne sont tout simplement jamais rencontrés. C'est simple au niveau mathématique, ça nécessite peu de données, on prend juste un classement actuel et le résultat de la partie. On n'a pas besoin de conserver l'historique complet du joueur pour mettre à jour le Hello. Il va se mettre à jour en permanence. Les limites cependant, au niveau de l'inflation et de la déflation, le pool global de points va varier. On a des nouveaux entrants, on a des nouveaux départs, ce qui fait que c'est difficile de comparer historiquement les joueurs, puisque vu que le pool global de points évolue vite, eh bien, on ne peut pas faire des comparaisons à très très long terme. Deuxièmement, c'est sensible au volume. Pour les joueurs qui jouent peu, eh bien, en fait, on a un classement qui est moins précis. Un classement inactif, finalement, ne reflète plus la force réelle. Certains joueurs ont pris leur retraite et sont toujours classés. Sans doute que s'ils continuent à jouer, leur classement baisserait. Le facteur K est arbitraire, le choix de la vitesse d'ajustement est une décision humaine. Si c'est trop haut, c'est instable, si c'est trop bas, c'est inerte. Le facteur K a été choisi pour quelque chose d'à peu près équilibré, mais un certain nombre de joueurs considèrent qu'il n'est malgré tout pas tout à fait égalitaire. Et c'est unidimensionnel, ça ne capture pas les nuances, la qualité de partie, le temps restant. Pour des contextes qui sont multifacteurs, comme par exemple les sites de rencontres, ça va être très compliqué d'utiliser le Hello, qui finalement a quand même été choisi, puisque là encore, on n'a pas la capacité de faire se rencontrer tout le monde. Et c'est là que le Hello rentre en scène. Pour comprendre l'analogie algorithmique, il faut d'abord comprendre quel était le problème donc des sites de rencontres. Leur premier problème, comme je l'ai dit en introduction, c'est d'éviter la lassitude des participants. Mais le problème qu'ils ont rencontré, c'est que, comme je l'ai expliqué, les femmes recevaient beaucoup de propositions, beaucoup de demandes, beaucoup finalement de swipe à faire, et les hommes très peu. Donc, résultat, c'était compliqué. Et donc, en fait, eh bien, les sites de rencontres ont quasiment tous décidé d'utiliser ces fameux systèmes Hello pour ranker les gens. Le système n'utilisant pas d'intelligence artificielle, il peut difficilement savoir si quelqu'un va convenir à quelqu'un d'autre. Donc pour ce faire, eh bien, il considère que les joueurs commencent avec un score qui est faible, qui est moyen, on va dire, et puis en fait, le score va monter. Plus on vous swipe positif, et plus vous gagnez. Et donc le contexte échec, c'est une victoire, ça vous donne plus de points, une défaite, ça vous fait perdre des points. L'adaptation, c'est tout simplement un like reçu, c'est un score positif, un non reçu, c'est un score négatif. Le mécanisme du classement est finalement très simple et très facile à mettre dans un algorithme, donc ça ne coûte pas très cher à adapter. Une interaction, on a un utilisateur A qui voit le profil B et qui décide de liker ou non. L'algorithme met à jour le score caché de B selon le score de A, le classement, et donc rapidement les profils sont triés par score de désirabilité.
Ce qui fait que les personnes voient des profils de scores similaires. En gros, si vous êtes quelqu'un qui est très désirable, vous n'allez voir que des profils de personnes qui sont très désirables. Si vous avez un score moins désirable, on va dire, eh bien, vous ne serez vu que par des personnes moins désirables. Ainsi, ça évite que des personnes, par exemple, très désirables, aient énormément de demandes de personnes à qui ils vont dire non, 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 et donc, finalement, se lasser très vite. Et ça évite également que les personnes moins désirables, swipent toute la journée en n'ayant jamais aucun retour, puisque tous les gens désirables vont leur dire non. C'est ça le principe. Ça ne veut pas dire que ça représente la réalité des interactions entre les personnes, mais ça, c'est un des systèmes qui permet de classer. Le parallèle entre les jeux d'échecs et les rencontres. Dans le monde des échecs, le joueur est l'entité évaluée. Dans le monde du dating, c'est le profil utilisateur, la carte qui est présentée. Une partie jouée est une impression. Victoire, nulle, défaite, c'est like, match, nope. Alors match, c'est un match nul parce que finalement les deux ont liké l'autre, donc aucun ne gagne. Un like, c'est-à-dire je te like, tu ne me likes pas, eh bien c'est pour moi une défaite. En revanche, je ne te like pas, tu me likes, pour moi c'est une victoire. Ensuite, le score attendu, c'est la probabilité de like, et donc c'est ça qui permet de classer les gens. Pour, le coefficient K, il a fallu créer une vitesse d'ajustement, la sensibilité du rang, entre guillemets, ce qu'ils ont appelé le newbie boost. Lorsque vous venez d'arriver, même si vous avez un profil qui est très, très bon, désirable, eh bien malgré tout, puisque venez d'arriver et donc vous avez un ranking qui est encore faible, eh ben on va vous présenter que des personnes peu désirables. Donc vous allez vous lasser très vite et vous allez repartir sans payer d'abonnement. Là encore, il fallait corriger ça. Ils ont donc créé un Newbie Boost. Et puis les pairings, c'est-à-dire le système suisse, etc. Là, c'est l'ordre d'affichage dans le flux. Pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé cette logique? Pour un certain nombre de réponses. Premièrement, un tri rapide et massif. Pour gérer des millions de profils, ça nécessite d'utiliser un critère de tri qui fonctionne très vite. On ne peut pas trier à la main, on ne peut pas trier avec des algorithmes très complexes, puisque des utilisateurs, on en a des millions, beaucoup plus que pour les échecs. La personnalisation. En présentant des profils de désagréabilité comparables, l'algorithme augmente la probabilité que le like soit réciproque. Et le like, ça crée quoi? Ça crée de la dopamine. Et les joueurs, ils viennent chercher quoi? De la dopamine. Vous avez un like réciproque, vous voyez l'espèce de truc qui vous fait un feu d'artifice ou je ne sais pas quoi trop d'autre, et ça vous donne tout simplement un excès de dopamine chez les utilisateurs, les deux. Résultat, votre excès de dopamine vous donne envie, bah tout simplement, c'est une drogue, ça vous donne envie de rester et de continuer à payer le sacro-saint abonnement. Le démarrage à froid vous permet d'exposer rapidement les nouveaux profils pour calibrer leur score initial. Les nouveaux profils vont avoir un cas élevé, donc vont être présentés à beaucoup de profils, et ça permet tout simplement de les ranker très très vite. Ensuite, l'équilibre entre montrer des profils sûrs et tester des profils, nouveaux profils, ça vous permet d'affiner les performances, et donc ça vous permet de créer quelque chose d'à peu près correct. Ça vous permet aussi d'éliminer automatiquement les bots, les spams. Le problème des sites de rencontres lorsqu'ils sont apparus, c'est qu'il y avait rentré beaucoup de bots, des robots, des spammers, des personnes qui proposaient des choses, qui avaient tout simplement quelque chose à vendre, ou tout simplement des gens qui créaient des multiples profils pour pouvoir être présents et pour pouvoir être likés. Et étant donné que ces personnes sont peu appréciées, puisque en général, ces faux profils sont de piètre qualité, et bien tout simplement, ils voient leur score chuter très rapidement, donc ils sont peu visibles, et puisqu'ils sont peu visibles, et ben on va dire qu'ils font moins de mal. Et en plus, et ben ça nécessite, pour pouvoir faire du spam, de devoir en faire beaucoup plus, et donc d'être plus facilement repéré par les anti-spam. Dernière chose, c'est d'augmenter l'efficacité du swipe. Lorsqu'un utilisateur swipe pendant des heures sans succès et que ça donne rien, eh bien, il installe l'application un jour en se disant tiens, pourquoi pas essayer? Il swipe, il swipe, il swipe, et puis rapidement il se rend compte que ça marche pas.
Et donc finalement, puisque ça ne fonctionne pas, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va désinstaller. Là, vous réduisez la durée de swipe et donc ça vous permet de réduire le time to first date, c'est-à-dire d'avoir un premier message. On ne sait pas si ça mènera à quelque part, mais on sait que déjà ça va apporter quelque chose, le fameux petit truc de dopamine. Cependant, c'est pas magique et finalement, les systèmes se sont rendus compte que c'était pas si proche que ça des échecs. Pourquoi? Premièrement, la réciprocité obligatoire. Aux échecs, il y en a un qui gagne ou il y en a un qui perd. Le match nul n'est finalement qu'un moitié de gain pour chacun des deux. Dans le principe du système de rencontre, lorsque les deux font un oui, eh bien, c'est les deux ont gagné. Donc il faut prendre en compte ça et modifier éventuellement un petit peu l'algorithme. Deuxièmement, le jeu à somme non nulle. Le classement Elo est un classement strict. Des points gagnés égale des points perdus. La désirabilité n'est pas une ressource finie. Tout le monde peut recevoir des likes. Il y a une inflation possible, contrairement aux points Elo. Les points Elo n'ont une inflation ou une déflation que lorsqu'on ajoute des joueurs ou lorsqu'on enlève des joueurs. Dans le cas ici, les gens peuvent avoir plein de likes et ne pas pour autant eux-mêmes swiper. Ce qui veut dire que potentiellement ils peuvent gagner beaucoup de likes sans mettre en jeu les leurs. Et un certain nombre de femmes, en général, ont trouvé la solution, c'est-à-dire swiper très très peu, de façon à faire monter leur score de like. Et en montant leur score de like, donc en étant peu présentes, elles étaient finalement beaucoup plus mises en valeur. La troisième chose, c'est la multiplicité des signaux. Le résultat ne dépend pas uniquement du duel visuel. C'est-à-dire que on peut avoir des personnes où le duel visuel va donner un score positif à quelqu'un, mais qu'ensuite la discussion qui s'ensuit ne va amener en général à rien. Ça crée autant de frustration chez l'autre utilisateur que s'il n'y avait pas de classement, et finalement, ces personnes sont mises très en avant alors qu'elles ne devraient pas. Donc, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont mises en place sur les systèmes de recommandation réciproque. Et des travaux universitaires ont montré que il faut modéliser deux valeurs, deux vecteurs distincts, deux valeurs distinctes. L'attractivité perçue, combien je reçois, mais aussi l'intérêt exprimé, combien je donne. Ainsi, une personne qui va avoir une attractivité forte parce qu'elle a un physique qui plaît en général, eh bien, cette personne va avoir beaucoup de likes, va avoir un profil Elo qui monte très fort, mais si cette personne ne montre pas d'intérêt et finalement joue un peu au Kleenex et envoie deux trois messages et jette très vite les gens, cette personne crée beaucoup de frustration, crée beaucoup de risques de désinscription, de désabonnement, mais en même temps continue à être mise en avant. Et donc rapidement, les sites, dès 2018, ont commencé à se rendre compte que leur algorithme avait des problèmes, des failles, et que plus les gens connaissaient l'algorithme, puisque cet algorithme est resté secret pendant longtemps, puis au fur et à mesure, il a commencé à être découvert. Et donc, plus l'algorithme est découvert, plus il y a des personnes qui ont été tout simplement coachées pour faire fonctionner l'algorithme, pour les mettre en avant, et en les mettant en avant, eh bien, en même temps, fausser l'algorithme. Ainsi, on avait des profils peu désirables qui se sont retrouvés en tête de l'algorithme. Le dernier problème, c'est les risques d'équité. Premièrement, l'application stricte du Hello va créer des bulles de filtrage. Les profils populaires vont rester entre profils populaires. Ces profils populaires ne vont jamais voir les autres profils. Et les autres profils ne vont jamais voir les profils populaires. Résultat, on a l'impression que les personnes populaires vont rester entre elles, les personnes non populaires vont rester entre elles, et il n'y a pas ce côté de «ça fait rêver». Et en même temps, le problème, c'est que des personnes populaires ne sont pas forcément attirées uniquement par des personnes populaires, et ainsi de suite. Donc le fait de créer des bulles étanches entre les éléments, eh bien ça a fait que, au bout d'un certain temps, un certain nombre heu, d'utilisateurs se sont eh bien, ont commencé à venir de moins en moins. Des personnes qui venaient tous les jours, ont commencé à venir tous les 2 jours, 3 jours, puis une semaine, et puis ils se sont rendus compte à la fin du mois que ça ne rapportait rien. Il a donc fallu, dès 2019, que
les sites de rencontres réagissent très, très vite pour éviter cette ségrégation. Alors, il y avait déjà, entre 2018 et 2019, ils ont mis en place un certain nombre d'outils, des boosts, des campagnes de remise à niveau et cetera pour améliorer l'algorithme qui est devenu de plus en plus complexe. Et c'est là que un certain nombre de sites type Tinder ont tout simplement trouvé des différences suffisamment importantes pour changer le système et ils ont changé pour autre chose. Sur le blog officiel de Tinder, en mars 2019, on voit que le Hello est une mesure dépassée et que leur technologie de pointe ne s'appuie plus dessus. Alors, cette réponse est aussi faite suite à un reportage qui avait été effectué aux États-Unis sur le site OkCupid, qui montrait bien ce principe de caste généré informatiquement et qui avait créé quand même une vague de désinscription. Surtout chez les hommes, et vu que ce sont les hommes qui payent, il faut bien que le site se fasse rémunérer. Donc ils ont créé un nouveau système post-Elo. Le système aujourd'hui est un système dynamique. On abandonne le score unique et on passe à une approche multifactorielle. Heu, donc, évidemment, on va passer sur un système plus complexe. Ce système plus complexe prend en compte 3 piliers. Premièrement, l'activité simultanée. Ça ne sert à rien de matcher ensemble des personnes qui ne seront jamais connectées en même temps. Un est connecté le matin, l'autre est connecté le soir, le troisième est connecté la nuit. On va faire matcher 2 personnes avec 2 personnes, oui d'accord, ils vont s'envoyer un message par jour et au bout de 2 ou 3 semaines, ils vont laisser tomber, c'est normal. Deuxièmement, la proximité et la géolocalisation. Sur le système de ranking, le système prenait en compte essentiellement les points Elo, mais ne prenait pas en compte le facteur géographique. Vous aviez donc, pour le peu que vous aviez un profil qui était très sélectif, vous aviez en contact finalement que des personnes qui habitent potentiellement très loin. Donc au final, sachant que le but quand même de ces sites, le but affiché bien sûr de ces sites est quand même la rencontre, eh bien quand on vous propose que des personnes qui habitent à 600 ou 700 ou 800 kilomètres de vous, bien évidemment, vous laissez tomber très vite là encore, et parce que vous vous rendez compte que bah, finalement ça ne vous apportera rien. La troisième, c'est l'analyse visuelle qui maintenant est faite par IA. On va faire des matchings par thème. Les photos en plein air, les photos avec des animaux, les photos plutôt urbaines, rurales, qui montrent une façon de se comporter. Deux personnes, par exemple, plutôt urbaines, vont avoir tendance à matcher plus facilement, même si des émissions comme L'amour est dans le pré ont tendance à vouloir nous présenter l'inverse du problème. Et donc finalement, on va utiliser ce système multifactoriel qui va là encore donner des points. L'algorithme de base reste finalement quand même un petit peu du Hello, c'est-à-dire que des personnes vont avoir des points en fonction d'eux. Mais on n'est plus sur des points d'un score qui est absolu, mais sur des points d'un score qui est relatif. Le nombre de points Hello que vous avez n'est plus votre score Hello, mais le score par rapport à une autre personne. Deux personnes qui ont des scores Elo proches vont être mis ensemble, mais uniquement parce qu'ils ont des scores Elo proches pour eux. Ces deux mêmes personnes n'auraient sans doute pas été mises en score Elo ensemble si elles habitaient plus loin ou si avaient des habitudes différentes. C'est pour ça qu'on va mettre en avant plutôt les profils similaires et pour ça l'intelligence artificielle a beaucoup aidé. Vous avez aujourd'hui des émissions comme Paris au premier regard qui partent de ce principe-là, d'utiliser du ranking. Alors eux, ils ajoutent bien entendu de la science dedans, ce que ne peut pas ajouter un site. Mais n'oubliez pas quand même une chose, lorsque vous regardez tous ces algorithmes, il y a quelque chose qui est très important. Ce quelque chose qui est très important, c'est que le site a de toute façon besoin de 3 choses. Un, que vous vous abonniez. Deux, que vous l'utilisiez le plus souvent et le plus longtemps possible. Et 3, que vous ne vous désinscriviez pas. Donc, est-ce que ces sites sont vraiment faits finalement pour que vous vous rencontriez? Eh ben non, ils sont conçus pour que vous ayez votre dopamine journalière en ayant un message ou en ayant une photo ou en ayant tout ça. Ils n'ont pas de volonté finale que les personnes se rencontrent réellement, puisque au final, 2 personnes qui se rencontreraient et qui auraient obtenu ce qu'elles veulent, ont toutes les raisons, là encore, de se désinscrire.
Et donc aujourd'hui, il va f il le plus dur dans l'algorithme est de finalement permettre à un petit nombre d'obtenir ce qu'il souhaite, à un plus grand nombre de rester captif dans ce système qui finalement tourne en boucle, mais tout en l'améliorant tout de même régulièrement pour que les personnes soient de plus en plus compatibles entre elles. C'est toute la difficulté des mathématiciens qui travaillent pour ces sites-là, puisqu'ils ont d'un côté une demande scientifique qui est une demande de permettre les rapprochements les plus forts possibles et d'obtenir finalement le truc parfait, et en même temps une demande commerciale qui est une demande de ne pas aller trop loin et de ne pas être trop doué. Je vous conseille ces 5 sites, qui sont présentés en bas de présentation. Ce sont 5 pardon, éléments. Donc, chess.com, The Elo Rating System, Tinder's Drop It Elo Score, Fight Ratings Regulation, Powering Tinder, The Method Behind Your Matching et Reciprocal Recommendation System for Online Dating. Ce sont ces, 5 éléments qui vont servir de source pour vous faire cette présentation. Alors, bien entendu, il y a des différences de site à d'autres. Il y a, beaucoup de choses qui peuvent évoluer. Je n'ai pas cherché ici à faire une représentation exhaustive puisque je ne me suis basé que sur des documents scientifiques. Je souhaitais juste faire une présentation de finalement un usage mathématique qui s'emmène dans la vie courante de millions de personnes sans qu'ils s'en rendent compte. C'est ici qu'on voit d'une part que les maths c'est la vie, hein, on les trouve partout, et d'autre part que c'est bien important de voir qu'est-ce qu'on peut utiliser avec les maths. Je vous souhaite maintenant une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.